les toxiques, les drogues, c'est un sujet pas seulement très actuel, il est dans l'ordre du jour, mais aussi il est un sujet très vaste. Hein. Et évidemment, on ne peut pas les parcourir d'une façon complète ici. Alors, on doit d'une certaine façon faire une sorte de raccourci, une sorte de délimitation et de circonscription du terrain pour dire quelque chose qui soit-il plus consistant. C'est-à-dire que je dois, d'une certaine façon, construire, bâtir une certaine problématique sur ce sujet-là, d'une façon qu'on peut croiser les registres du contemporain et les registres du toxique pour faire une problématisation. Comme cette intervention s'inscrit dans un projet d'avenir de collaboration entre le Brésil et la France, entre peut-être l'Université Paris 7, l'hôpital Henriet et le Brésil, je vais prendre un fil rouge pour tracer cette problématique à partir de quelques questions brésiliennes, hein, pour après faire une sorte de problématisation plus générale. Je vais me fonder d'abord dans les dernières données statistiques sur le ministère de la Santé au Brésil, qui a été publié l'année dernière, de 2010. Le ministère de la Santé a donné publicité à certaines données à propos de la question du tabac au Brésil. On va commencer par le tabac. Et alors, ce que cette recherche montrait, c'était qu'il y a eu une sorte de diminution significative du nombre de fumeurs au Brésil. C'est ça les données, c'est ça la raison d'une certaine réussite, si vous voulez, de la politique contre les fumeurs au Brésil. Cette politique-là, cette diminution n'a pas de nouveauté, bien sûr, parce que elle a été la conséquence du déploiement d'une politique anti-fumeur et anti-tabac qui a été amenée au Brésil, comme elle a été faite partout, aussi bien dans la tradition nord-américaine qu'européenne, à propos du tabac. Et en 2009, en conséquence de cette politique sanitaire contre le tabac, a été instituée une loi de prohibition contre les fumeurs. Et alors, il faut faire certaines remarques là-dessus. D'abord, le fait que cette loi anti-tabac au Brésil, elle est beaucoup plus draconienne que la loi française et européenne. Hein? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de souplesse dans la loi française et de quelques pays européens comme l'Espagne si on fait la comparaison avec le Brésil. Hein? C'est-à-dire qu'au Brésil, on ne peut pas fumer dans des espaces demi-ouverts, par exemple, ce qu'on peut faire encore en France et en Espagne, par exemple. On doit fumer seulement dans des espaces ouverts. Hein? Et en plus, il y a déjà la constitution d'une sorte de mentalité proche de la loi nord-américaine d'interdiction de fumer dans les hôtels ou même dans les maisons qui ont l'ouïe. Hein? Alors, ça montre d'une façon directe la différence qu'il y a entre l'effet et l'impact de cette loi sur les fumeurs au Brésil en comparaison à ce qui arrive en France et en Europe. Et je crois que cette
la ligne de force de cette loi au Brésil, elle suit de près la loi nord-américaine. C'est ça les points initiaux. Le ministère de la Santé a donné publicité à certaines données à propos de la question du tabac au Brésil. On va commencer par le tabac. Et alors, ce que cette recherche montrait, c'était qu'il y a eu une sorte de diminution significative du nombre de fumeurs au Brésil. C'est ça les données, c'est ça la raison d'une certaine réussite, si vous voulez, de la politique contre les fumeurs au Brésil. Cette politique-là, cette diminution n'a pas de nouveauté, bien sûr, parce que elle a été la conséquence du déploiement d'une politique anti-fumeur, anti-tabac qui a été amenée au Brésil, comme elle a été faite partout, aussi bien dans la tradition nord-américaine qu'européenne, à propos du tabac. Et en 2009, en conséquence de cette politique sanitaire contre le tabac, a été instituée une loi de prohibition contre les fumeurs. Et alors, il faut faire certaines remarques là-dessus. D'abord, le fait que cette loi anti-tabac au Brésil, elle est beaucoup plus draconienne que la loi française et européenne. Hein? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de souplesse dans la loi française et de quelques pays européens comme l'Espagne si on fait la comparaison avec le Brésil. Hein? C'est-à-dire qu'au Brésil, on ne peut pas fumer dans des espaces demi-ouverts, par exemple, ce qu'on peut faire encore en France et en Espagne, par exemple. On doit fumer seulement dans des espaces ouverts. Hein? Et en plus, il y a déjà la constitution d'une sorte de mentalité proche de la loi nord-américaine d'interdiction de fumer dans les hôtels ou même dans les maisons qui ont loué. Hein? Alors, ça montre d'une façon directe la différence qu'il y a entre l'effet et l'impact de cette loi sur les fumeurs au Brésil en comparaison à ce qui arrive en France et en Europe. Et je crois que la ligne de force de cette loi au Brésil, elle suit de près la loi nord-américaine. C'est ça les points initiaux. Mais si je fais référence à la question du fumeur, la question de la statistique à propos des fumeurs dans le cas brésilien, c'est pas pour y rester. Ce qui m'intéresse, il y a d'autres dimensions de cette recherche qui a été publiée par le ministère de la Santé qui nous intéresse beaucoup. C'est la position des fumeurs en rapport avec la consommation d'alcool, la consommation des drogues stimulantes et la consommation de la nourriture. Hein? Alors, cette grande recherche épidémiologique qui a été faite par le ministère de la Santé montre le repérage de drogues stimulantes, alcool, tabac et la nourriture. Et alors, on peut trouver une sorte de cadre épidémiologique d'une certaine façon paradoxale. C'est-à-dire, s'il y a d'un côté l'augmentation, la diminution du nombre de consommateurs, de consommation de tabac,
il y a de l'autre côté une augmentation significative du nombre de drogués, consommation de drogues stimulantes, augmentation des consommateurs d'alcool. Il y a aussi récemment une augmentation significative de l'obésité. C'est-à-dire il y a la constatation pas seulement de l'obésité, mais aussi une sorte de hausse de poids moyen de la population brésilienne, hein, à cause de la consommation de la nourriture. Hein. Ça, c'est nouveau, hein, mais ça rapproche les pathologies du Brésil de ce qu'on trouve en Europe et aux États-Unis, la question de la hausse de poids et la question de la obésité, c'est un problème sérieux de santé publique, comme vous le savez. Hein? Mais ce que je trouve intéressant, c'est ce tableau comparatif. C'est ça qui m'intéresse. Et je pense que c'est ça qui m'intéresse par une réflexion, par une problématisation du rapport entre contemporanéité et toxique aujourd'hui. C'est ce cadre-là. Hein? Ce cadre, c'est fiable. Hein? Alors, il n'est pas fiable seulement penser dans la diminution du nombre de fumeurs au Brésil sans considérer au même temps l'augmentation significative du nombre de drogués, des gens qui prennent de l'alcool et de la nourriture. Ce qui m'intéresse, c'est ce cadre comparatif où il y a augmentation d'un côté de la consommation de drogues, de nourriture, du alcool, et de l'autre côté, il y a une diminution significative du nombre de fumeurs. C'est ça la question qui me semble fondamentale. Et dans ce cadre-là, on peut dire qu'on est dans un cadre épidémiologique fiable, très fiable, qui c'est un portrait de ce qui arrive avec la consommation d'aujourd'hui de toxiques. Mais si ce cadre c'est intéressant, si je parlais avant de cette tradition de la génération santé, c'est parce que dans cette génération santé, les parents étaient des fumeurs et les enfants ont été éduqués contre le tabac. Alors, je me rappelle d'aller chez des amis où, depuis les années 60, 80, où à la porte des chambres des enfants, il y avait des affiches qui disaient « C'est interdit de fumer » dans la maison où les parents étaient fumeurs. Hein? En anglais, « Don't smoke ». C'était ce qu'on pourrait trouver à la porte de ces chambres-là. Cela montre bien une chose qui nous donne une conséquence importante, qui depuis les années 80 a été forgée déjà au Brésil, dans les grandes villes, une mentalité où il y avait dans la maison une séparation entre l'espace fumeur et l'espace d'interdiction de fumer, qui après, récemment, a été cristallisé dans une campagne politique de l'État dans une loi anti-fumeur. C'est la première question importante. Mais il y a une deuxième question importante, parce que ça va nous amener à approfondir un peu notre question. Si on fait la comparaison de ce cadre épidémiologique et de ces 4 points de repère, on peut dire, pour créer une métaphore, qu'on est en face d'une danse des chaises. Danse des chaises. Si on interdit une chaise, on va courir vers l'autre chaise. Si on interdit le tabac, on va vers la nourriture, on va vers les drogues stimulantes, on va vers l'alcool. Hein? Je travaille
j'ai mon cabinet de consultation en face d'une grande université de Rio, où il y a une brasserie très fréquentée pour les jeunes, où je suis choqué. J'arrive là, les jeunes boivent beaucoup. Les gens ne fument pas, ils boivent beaucoup. Aussi bien les hommes que les femmes, sans distinction de genre. Alors, il y a dans la jeunesse une consommation d'alcool, mais en même temps, il y a une sorte d'interdiction de fumer. C'est ça la danse, les ballets des chaises, si on peut dire. Alors, c'est ce cadre-là qui m'intéresse, qui montre qu'on est face à une sorte de besoin de stimulation par du tabac ou par l'alcool ou les drogues stimulantes ou la nourriture, et qu'on peut, dans une sorte de permutation, changer la source d'excitation, des stimulants, un à côté de l'autre, si on fait l'interdiction d'une voix à la place de l'autre. C'est ça que je trouve la question la plus importante. Ma thèse initiale, c'est que ces objets-là, soit-ils la nourriture, soit-il l'alcool, soit-il les drogues stimulantes, soit-il la nourriture, ils sont des objets qui ont l'objectif de régler une sorte d'excitabilité corporelle et psychique. Si on reprend l'histoire de la consommation de drogue en Occident aux années 40, 50, 60, même 70, qui s'est disséminé au niveau planétaire, on était dans une problématique de drogue complètement différente d'aujourd'hui. Pourquoi? La consommation de drogue à ces années-là a été axée sur un projet utopique de réinvention du monde. Il y avait une sorte de projet de bouleverser le monde, qui commençait par avoir l'accès à de nouveaux seuils de perception, surtout pas seulement avec des drogues stimulantes comme la cocaïne, mais aussi avec des drogues psychodéliques comme LSD, où on avait l'accès à nouveaux seuils de perception. Et tout ça, c'était une façon de repenser le monde d'une façon différente. Toute cette culture de drogue s'inscrit dans la contre-culture, la culture hippie. C'était le début d'une politique de la vie qui a été un nouveau discours politique qui s'est développé en Occident après. Mais ce que c'est important de voir, c'est que dans cette consommation de drogue, dans ce contexte-là, la drogue était consommée dans un cadre symbolique et dans un projet politique. La consommation de drogue aujourd'hui, à cause de ces impasses en ce qui concerne la question de la symbolisation, elle s'est faite pour maîtriser l'excitabilité, pour empêcher la douleur psychique, pour faire une sorte d'essor des sensations, de faire une sorte de jouissance et de sensations. C'est une culture de la jouissance et de la sensation. C'est